Merci de m'accueillir parmi vous de cette façon virtuelle qui nous a donné déjà l'occasion de nous taire ensemble en nous dévisageant. Ce sont de nouvelles formes de communauté. J'imagine que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à vous manifester si ce n'était pas le cas. Et je remercie Réseau en particulier de me donner l'occasion de revenir sur ce texte que j'ai publié maintenant il y a 4 ans. euh, c'est vrai que c'est mon avant-dernier livre et donc cette intervention m'a forcé à aller rechercher un peu dans le passé, mais je suis vraiment très heureux de revenir vers vous avec ce petit texte. Euh, En réalité, l'origine de ce texte, c'est une série de conférences qui m'avaient été demandées par les Matins Philo. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique organisation bruxelloise qui fête aujourd'hui ses 15 ans et qui en 2020 fêtait ses 10 ans, qui est une association qui organise des conférences de philosophie pour le grand public au théâtre du Vaudeville, en plein centre de Bruxelles, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars à peu près. Et au sortir de la crise, de l'aiguë de la crise, à l'automne 2020, les responsables de cette organisation m'ont demandé d'intervenir et de faire une série de conférences justement sur les enjeux philosophiques de la crise Covid. Et comme on fêtait cette année-là les 10 ans des Matins Philo, on a publié le petit ouvrage que vous avez à l'image et qui a été publié par les publications, les éditions de l'Université de Louvain. Voilà donc la source de cette réflexion. Je vais essayer de cacher ce qui me gêne un petit peu dans la lecture, sans couper l'enregistrement. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Alors, je vous confesse tout de suite que j'ai probablement trop de matière pour une collation de midi quand on est au travail. Il ne faut pas un repas trop lourd. Et donc, c'est avec votre permission, tout en laissant à la disposition de Réseau le document PDF, évidemment, de ce PowerPoint, je survolerai certains éléments de façon à ce qu'on ait le temps véritablement de discuter ensemble si vous le souhaitez. Le point de départ n'était pas simple parce que la question était de savoir qu'est-ce que peut faire un philosophe en matière de pandémie? Et très tôt, au début de 2020, Adèle Van Reet, que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui une responsable de France Télévisions et qui est philosophe de formation, a publié un petit tract disant, en gros, comme philosophe, j'ai rien à dire pour l'instant. Alors c'est suffisamment intéressant d'entendre un philosophe dire qu'il n'a rien à dire, parce que c'est plutôt rare, mais je dois dire que c'est pas du tout mon point de vue. Et j'ai eu le sentiment, comme philosophe étant un peu aux affaires, puisque je m'occupais à l'époque de la Commission fédérale des droits du patient, après avoir occupé la présidence du comité consultatif de bioéthique, et avoir été consulté à plusieurs reprises en janvier, février, mars 2020 par les autorités de crise, justement, j'avais le sentiment que la philosophie avait quelque chose à dire, en tout cas du côté des questions, pas forcément du côté des réponses, ça c'est autre chose. Alors, si cela vous convient, je voudrais aborder quatre grands points parmi les nombreux possibles, quatre grands points qui me paraissent ressortir effectivement des enjeux proprement philosophiques de cette crise, qui est une réalité évidemment sans doute un peu philosophique, mais d'abord une réalité médicale, psychomédicale, vaccinologique à certains égards, j'en reparlerai, économique, politique et bien d'autres choses. Alors, cette première réflexion que je voudrais développer avec vous, une réflexion sur quatre, qui sera suivie d'une brève conclusion, c'est une réflexion philosophique justement sur la notion de crise que nous connaissons bien en français, et puis pas mal d'entre nous savent que en chinois encore contemporain, crise se dit en un double mot, wei ji, tous les deux au premier ton, un tout petit peu comme nous avons nous aussi des mots du genre porte-manteau, en comprenant bien qu'il y a l'idée de porter, l'idée de manteau, mais qu'il y a un objet qui s'appelle un porte-manteau. Eh bien, la crise, telle que le dit le chinois, est intéressante pour nous parce qu'elle dit à la fois une polarité de danger, ouais, et une polarité d'opportunité ou de possibilité, c'est J. Et donc, effectivement, danger, possibilité, danger, opportunité, voilà comme on dit crise, comme nous disons, nous, porte-manteau. Alors, ça a un enjeu très important. Et le philosophe français Jean-Luc Nancy, très tôt dans la crise, puisque nous sommes là en février-mars 2020, comme il est très connu, il publie aisément,
il écrit un petit essai que vous retrouverez dans ma bibliographie, Un trop humain virus, et il considère que, effectivement, cette pandémie virale est fondamentalement une loupe sociale, c'est-à-dire que la crise est non seulement une catastrophe, mais quelque chose d'un ordre de la symptomatologie, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de comprendre un certain nombre de contradictions et de limites, comme il l'écrit lui-même et vous le voyez à l'écran, c'est un principe de réel qui cogne à la porte de principe de plaisir. Et la question se pose donc, à partir de notre algorithme chinois, de voir quel est le rapport entre la polarité de danger, contre laquelle il faut lutter, bien entendu, et la polarité d'opportunité, qui va être un élément tout à fait réflexif, tout à fait important pour la suite de nos débats. Alors on pourrait considérer que cette crise à la fin de 2019, chacun de vous, je pense, se souvient de ce qu'il faisait à la fin de 2019 et puis des bons vœux qu'on a pu se donner au début de 2020. Moi, je me souviens que j'étais en mission à Bogota à la fin de 2019, en octobre-novembre, à l'université de Bogota. Et je me souviens très bien que je faisais des cours de bioéthique, puisque j'enseignais la bioéthique. Et je me souviens très bien que quand il était question de virus à Bogota, à ce moment-là, on pensait tous à nos machines, c'est-à-dire à quelque chose de malfaisant du côté de nos programmes. On avait un tout petit peu oublié, en tout cas dans mon milieu à moi, je ne sais pas le vôtre, qu'un virus, c'est d'abord une drôle de réalité qui est vivante, un peu complexe, et qu'au fond, ce virus, il allait nous réapprendre la place de la nature chez l'être humain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette crise sanitaire n'a pas été un orage dans un ciel bleu. Et je crois que les historiens, les sociologues, les économistes, les politiques devront réétudier ces choses-là. Que se passait-il vers la fin des années 2000, 2010, 2015? Que se passait-il? Nos sociétés étaient déjà manifestement dans un grand malaise. Depuis, ça n'apparaît pas dans ce petit bouquin de l'époque, mais depuis, j'ai repris à nouveau frais la notion de société liquide, la liquidité de nos sociétés, qui sont des éléments à la fois sociologiques, philosophiques, idéologiques, qui montrent que, effectivement, dans nos sociétés, il y a beaucoup de troubles dans le genre, la culture, la civilisation, pour paraphraser Freud, mais cela signifie que cette problématique virale et tout ce qu'elle va entraîner de très concret, par exemple dans les comportements sociaux, s'inscrit dans un certain nombre de ruptures qui sont antérieures à cette crise virale et qu'elles vont probablement en souffrir davantage. On peut voir les choses un peu à la manière chinoise, comme je vous le disais, en considérant que la crise sanitaire est une espèce de crash test. Ça, c'est une des leçons que, comme philosophes, nous pouvons tirer, c'est-à-dire que la crise est une forme de mise à l'épreuve d'un certain nombre de nos convictions. C'est là que je retrouve le retour du refoulé, c'est-à-dire le fait qu'un être humain, non seulement il existe, je vais y revenir, mais figurez-vous qu'il respire, et donc il n'est pas au-dessus de la nature, c'est un enjeu majeur. Ça a été une mise à l'épreuve évidente de nos systèmes de santé. Ça a été une mise à l'épreuve de nos façons de nous comporter entre nous, dans les quartiers, dans les rues, dans nos familles. Et puis c'est aussi une mise à l'épreuve de nos modèles de justice et de protection, avec cette idée de métiers qui seraient essentiels et de populations qui seraient particulièrement vulnérables. Si je me permets de m'arrêter un instant sur le point du débordement et du triage, c'est que une de mes collègues liégeoises, qui s'appelle Florence Kemax, que vous connaissez sans doute, et moi-même avons été très marqués personnellement, individuellement, je dirais, par un coup de fil que elle et moi nous avons reçu en parallèle. C'était à la mi-février 2020. Ça venait de la cellule de crise gouvernementale qui s'adressait à elle comme présidente en exercice du comité consultatif de bioéthique et à moi comme responsable de la Commission fédérale des droits du patient, avec une demande qui paraissait simple du point de vue de l'administration fédérale, du gouvernement, qui était de dire, pourriez-vous nous fournir des critères d'exclusion respirateur? Ceci, je le sais, est enregistré. Je ne dévoile rien en disant une chose qui peut être publique, mais c'est une façon de dire que quand même très tôt, les philosophes ont été invités à prendre la parole, peut-être à la place des experts médecins, ce qu'ils ont refusé de faire d'ailleurs, mais peut-être à la place des experts médecins en se disant qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument pour dire que effectivement certaines populations de patients n'auront aucun bénéfice à occuper des respirateurs qui sont trop peu nombreux. J'insiste sur ce côté un peu tragique de la chose qui nous a tous marqués, bien entendu, surtout quand nous avions des parents ou des proches qui se trouvaient dans ces situations-là,
en voyant que l'enjeu est un enjeu matériel, bien entendu, qui sont les capacités de disponibilité de la réanimation dans notre pays, par rapport à d'autres pays, hein, mais qui sont aussi des questions tout à fait fondamentales, je pense, philosophiques et éthiques, qui sont des critères à la fois de proportionnalité du bénéfice ou même tout simplement de droit à l'accès. Ce sont des enjeux tout à fait essentiels, auxquels on ne pense pas en dehors d'une crise quand on vit dans une société à haute technologie. Tout ça nous a ramené à penser une notion qui était très présente, bien entendu, depuis des décennies, avec notamment le principe de précaution, mais de repenser le risque sous une forme un peu nouvelle. Et là, je crois que c'est une nouveauté épistémologique que Habermas, de son côté, le philosophe allemand, a signalé durant le mois de mars 2020, cette question de l'incertitude qui serait le vrai milieu de nos vies, le vrai milieu de nos technologies, et donc d'une certaine manière une incertitude qui est le signe d'une vraie science rationnelle. La vraie science rationnelle n'étant plus de l'ordre d'une croyance où on s'imagine qu'on a désormais les réponses et les réponses définitives, mais une vraie science rationnelle qui découvre le moteur de l'incertitude épistémologique, hein, ce qui ramène évidemment à toutes sortes de réflexions sur la prévention des risques par rapport à la prévention de la précaution et par rapport au principe de précaution, etc. Autre problématique philosophique, éthique liée à cette mise à l'épreuve, à cette crise comme mise à l'épreuve, et en évoquant ces différents points dans mon esprit, j'évoque des choses qui restent complètement ouvertes, qui ne sont absolument pas réalisées ou fixées. Dans ce sens-là, je pense que nous sommes toujours dans un après la crise qui n'est pas un après de quelque chose de terminé, ce que disait autrefois le passé simple en français ou la aoriste grecque, c'est-à-dire un processus du passé qui est terminé, mais un processus du passé qui continue. Un peu comme on a dit, il a plu cette nuit et d'une certaine manière, ça continue. Nous sommes dans un passé qui continue. Ça, c'est un élément majeur selon moi. Le classement des priorités par rapport au marché économique, par rapport à une redéfinition de la justice dans une économie de la rareté, et puis ça me paraît une des pistes vraiment les plus intéressantes à creuser, qui en appelle à la créativité sociale et à la créativité de nos universités. J'aime bien de le dire comme ancien professeur d'université, où on fait non seulement de la recherche et du service à la société, mais aussi de l'enseignement, c'est-à-dire de la formation, comment inventer ou réinventer des métiers à productivité sociale. Ça me paraît être un enjeu absolument majeur dans des dossiers qui sont aujourd'hui peut-être à l'avant-plan, qui prennent un peu la place de la question de la Covid et qui est par exemple la place de l'hébergement des personnes très vulnérables. Inutile de rappeler non plus que la question des corps a été absolument essentielle, avec des technologies de dématérialisation, de présentification, comme on dit en phénoménologie. Nous sommes occupés à les utiliser hein, à cet instant même. On voit bien, et ce sont des données qu'on commence à recueillir à propos de la santé mentale des adolescents d'après le Covid, on voit bien que cette question des corps, d'une forme de désincarnation, une forme de dématérialisation qui vaut pas seulement pour les documents administratifs, mais qui valent peut-être aussi pour nos corps, c'est un enjeu absolument majeur. Derrière cela, c'est évidemment une marotte de philosophe, c'est le rapport humain au monde. Est-ce que nous restons dans une espèce de relation technoscientifique, d'exploitation du monde, pour le dire un peu rapidement, ou est-ce que nous pouvons renouveler ce rapport au monde naturel? J'entends aujourd'hui dans la littérature des auteurs qui parlent de robustesse, qui parlent de résonance, hein, comme ça il y a des Français et puis il y a aussi des Allemands. Il y a des auteurs qui essayent de renouveler, de penser autrement notre rapport global au monde. Ce sont des enjeux tout à fait majeurs. Vers l'automne, vers l'automne de 2020 est apparue cette caricature, si on peut dire, ce petit dessin sur Internet que vous avez peut-être vu et qui faisait au fond allusion à une première respiration, si on peut dire, puisqu'on s'était dit, on en sort probablement, nous sommes, vous et moi, sur le radeau de la Méduse,
Vous et moi, nous disons en anglais que heureusement, rien ne nous arrivera, nous avons du gel alcoolique, hein. J'espère que vous parvenez à lire l'entièreté de la DIA. Mais effectivement, d'autres défis nous attendent, c'est assez clair. Et c'est là que, si vous le voulez bien, je voudrais évoquer un deuxième point, pour moi assez polémique, mais qui me paraît vraiment d'importance. Alors, j'ai gardé les dates. C'est une carte blanche que j'ai présentée au journal Le Soir, vous le voyez, au mois de juin. On est toujours en 2020, donc c'est toujours un moment où ça chauffe très vite et ça chauffe très fort, et où se pose la question, pas tellement dans nos pays, il faut dire la vérité, pas tellement en Belgique, mais massivement en France et à Paris en particulier, qui est peut-être un microcosme, la question de savoir s'il s'agissait de sauver des vies en les mettant sous respirateur ou en les empêchant de se fréquenter les uns les autres, ou de sauver des personnes. Et est apparu à ce moment-là, notamment chez des philosophes un peu connus, comme Bernard-Henri Lévy ou André Comte-Sponville, une espèce de mise en cause de l'organisation sanitaire, je dirais, au nom d'une espèce de pseudo-vitalisme. En gros, l'idée, c'est que ces auteurs ont soutenu, y compris dans la télévision, et je vous avoue que ça m'a beaucoup agacé, euh, et je n'ai pas été le seul, vous allez le voir, il est apparu que, au fond, ces auteurs estimaient qu'il y avait une disproportion massive entre tout ce que l'on voulait faire, tout ce que l'on proposait et tout ce qu'on imposait à la société. Et à ce moment-là, je vous le rappelle, il n'était pas encore question de vaccination, on n'en était pas encore là, mais une espèce de disproportion qui faisait que, en gros, on donnait la priorité à une forme de santé biologique plutôt qu'à une liberté du projet, qu'on donnait la priorité à une forme de collectif plutôt qu'aux individus, et que ça menait, dans une espèce d'autoritarisme sanitaire, à une suspension des droits et des libertés. Alors, jusque-là, c'était de l'ordre de l'opinion. Ce qui m'intéressait, ce qui m'agaçait prodigieusement, c'est que d'une part, on pensait que la crise sanitaire était résolue par une forme de vitalisme, où il s'agissait de sauver la vie à tout prix, et on voit bien les enjeux qui sont là derrière, hein, notamment en France, qui a tout de même pas mal de difficultés culturelles avec ces problématiques de début ou de fin de vie. Nous en sommes toujours témoins, donc tout ça reste extrêmement tendu, extrêmement marqué aussi idéologiquement. Mais ces auteurs faisaient remarquer que à côté de cette organisation sanitaire, on retrouvait des complicités habituelles, une forme d'hygiénisme fascisant, hein, une forme de morale conventionnelle, la common decency, hein, qui est assez connue, une certaine vision conservatrice de la société. Et c'est vrai que je me suis un peu lâché dans cette carte blanche qui a eu un peu d'écho à l'époque. Et au total, je m'en félicite parce que j'ai eu le sentiment que là, on était de nouveau dans un délire philosophique. Et je ne suis pas complètement inconscient des limites de mon exercice de philosophe, mais c'est quand même vrai que le philosophe, contrairement à ce qu'il raconte, peut délirer et même en pleine journée. Et je pense que cette espèce de délire sur le vitalisme, où il s'agissait au fond de peut-être laisser vivre des personnes en laissant mourir des systèmes respiratoires, parce que c'était l'enjeu, c'est quelque chose qui me paraissait absolument intenable, ce qui me, m'a motivé d'écrire que nous n'étions pas vitalistes, parce que l'enjeu n'était évidemment pas de sauver des vies, mais bien de sauver des personnes, sachant que pour sauver une personne, figurez-vous, je ne vous l'apprends rien, il faut sauver son système respiratoire, son système cardiovasculaire, son système digestif et puis quelques autres sur le côté. On n'est donc pas du tout dans une forme de vitalisme. Mais cette espèce d'écart de ces collègues philosophes bien connus m'a encouragé à revenir sur une notion fondamentale, sur un besoin essentiel qui est une anthropologie philosophique un peu plus complexe. Une anthropologie philosophique qui ne se laisse pas capturer par les systèmes purement philosophiques et qui deviendrait idéaliste, où il s'agit de penser. En gros, un être humain, c'est un être qui pense, ce qui est peut-être pas complètement faux, mais c'est d'abord un organisme qui respire, qui se nourrit, qui métabolise, et les fonctions vitales ne sont pas un détail. Après tout, Nietzsche le disait déjà. Et j'ai été heureux, mais là c'était quelques mois plus tard, de lire un essai de Jean-Pierre Dupuy, que vous connaissez sans doute, La catastrophe ou la vie, je le cite,
qui dit, j'ai compris qu'il s'agit bien de Comte-Sponville, hein, était le héros d'un mouvement plus large qui rassemblait de nombreux intellectuels moins médiatiques, mais non moins influents, avec trois notions que personnellement, j'aurais pas osé dégager avec une telle vigueur, parce que ça me paraissait quand même très fort. L'idée que ces auteurs pouvaient dire, c'est pas la fin du monde. Finalement, le virus, il est faiblement létal, ce que nous avons pu croire à un certain moment, que la misère tue plus que le virus, et que donc il ne faut pas mettre trop d'argent dans ces mesures sanitaires, que la médecine coûte cher et que c'est une ruine de l'économie. Pour les plus insomniaques parmi vous, qui suivent l'actualité politique française de ces 2 derniers jours, vous remarquerez que ce thème d'une médecine qui a coûté trop cher et qui fait qu'aujourd'hui on est surendetté en France et que donc ça vaut la peine de faire tomber un gouvernement, reprend des arguments qu'on lisait déjà à cette époque-là. Je pense que juridiquement et politiquement, et aussi éthiquement, ce ne sont pas des détails, il y a des enjeux tout à fait essentiels. Autrement dit, et je surveille le temps qui passe, peu de raisons et beaucoup d'émotions, même dans des prises de position, alors qu'on attendait des experts ou des pseudo-experts, peut-être des paroles avec un peu plus de réserve ou un peu plus de prudence. C'est l'occasion peut-être de redire en un mot et en signalant un magnifique ouvrage de Frédéric Worms, philosophe lui aussi, publié, vous le voyez, il y a 6 ans chez Odile Jacob pour un humanisme vital, qu'il s'agit effectivement dans nos domaines des soins de santé en général, quand il est question de santé, je ne suis pas du tout en difficulté de dire qu'il s'agit de soigner ou de prendre soin de la vie. Ça ne me dérange pas du tout. Pour autant que la vie, elle ne soit pas sacralisée en tant que telle et qu'on puisse penser à la personne plutôt qu'à la vie, mais à une vie qui doit être prise au sérieux dans la mesure où une personne sans vie biologique, ça n'existe pas. Ces enjeux-là qui ont l'air un peu gratuits, un peu philosophiques, un peu théoriques, je peux vous garantir que je les travaille actuellement jour après jour dans ces dossiers, notamment français, sur les questions de fin de vie. Vous devinez bien pourquoi. Mon dernier ouvrage, là, dont je viens de remettre le manuscrit, sortira au mois de novembre. Il va porter sur la souffrance existentielle que l'on croit réservée aux patients en fin de vie. Ben, c'est de nouveau la question d'une vie physique, d'une douleur physique, d'une souffrance physique et d'une souffrance psychique, mais d'une vie qui prend la forme d'une personne. On ne peut pas soigner la personne sans soigner la vie, mais il ne suffit pas de soigner la vie, peut-être que c'est assez clair. Troisième pilier sur lequel je voudrais réfléchir encore avec vous, ce troisième et ce quatrième, je surveille à nouveau le temps qui passe. Vous me direz quand il est vraiment temps que j'interrompe au bout de 3 minutes, hein, le temps d'atterrir. Euh, je voudrais lui donner une dimension davantage de philosophie politique, hein. Il s'agit effectivement du tissu social qui est fait de nœuds et de conflits. Vous vous souvenez peut-être, à nouveau, nous sommes au mois de mai 2020, d'un collectif de personnalités qui ont publié une tribune dans Le Monde et qui avance un véritable appel au changement, hein, en disant, et nous sommes au mois de mai, je trouve que c'est à la fois très courageux et très visionnaire de leur part, en disant, en substance, cette pandémie, nous sommes au cœur de la pandémie, est une tragédie, il ne s'agit pas de le sous-estimer, mais il existe autre chose qui s'appelle la catastrophe écologique et que nous n'avons pas à perdre de vue malgré la pandémie Covid-19, une catastrophe écologique qui est une forme de métacrise. Cette carte blanche ou ce collectif politique m'a paru extrêmement intéressant à penser, dans la mesure où il nous oblige, et vous en êtes sans doute les experts en tant que spécialistes de la promotion de la santé, en tant qu'attachés à l'organisation des soins de santé, aux politiques de santé, vous en êtes les experts. Il s'agit au fond de ne pas se fixer d'une façon trop myope sur une crise proprement dite, par exemple la pandémie, alors que cette crise est évidemment un élément de quelque chose qui est plus large. Et vous voyez que ce collectif, en utilisant ce mot de métacrise, dit quelque chose de plus qu'une simple inclusion. La pandémie n'est pas une crise parmi d'autres ou dans une autre plus large, il s'agit bien d'une dimension qualitativement différente.
Il existe une métacrise qui serait une crise, au fond, disons, du système planétaire, qui a des conditions et qui va poser des conditions à des crises plus locales. Il ne s'agit donc pas d'inclusion simple, il y a une dimension dialectique qui est évidemment très très importante et les enjeux sont très concrets en matière de réponse à ces crises. Ces auteurs invitent euh, non seulement à penser des stockages différents de produits ou d'outils ou d'instruments, mais ils invitent, vous le voyez, à une refonte des objectifs, des valeurs et des économies. Alors ça, c'est à nouveau une façon d'interpréter cette crise sanitaire comme étant plus qu'une crise simplement sanitaire. C'est une façon de dire que cette crise est autre chose qu'une petite pathologie dermatologique superficielle. C'est que cette pathologie dermatologique superficielle est bien le symptôme peut-être d'une atteinte qui pourrait se révéler conduire à une encéphalopathie. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc bien là un enjeu d'interprétation tout à fait essentiel. Au fond, pour une crise virale, on a besoin non seulement de virologues, je pourrais le dire de cette façon-là, mais on a besoin d'autres spécialistes de la société, peut-être d'ailleurs massivement des psychiatres. Une des leçons que donnaient ces gens au mois de mai, j'insiste sur le côté précoce du diagnostic, c'est qu'il est inenvisageable de revenir à la normale. Et là, à nouveau, je devrais m'arrêter un instant. J'espère que je ne compte pas parmi vous des managers d'organisations ou d'entreprises, mais on a le sentiment qu'au niveau des managements des entreprises, des organisations, y compris des soins de santé, pas quand il est question de stockage de produits, mais quand il est question d'organisation du personnel, j'ai l'impression que le thème est de revenir à la normale. C'est un enjeu qui me paraît vraiment tout à fait problématique, comme si la tempête étant passée, on reprenait la navigation comme s'il n'avait rien changé, hormis, j'insiste, le stockage d'un certain nombre d'éléments. L'originalité de la crise, Edgar Morin l'a vu assez rapidement, avec une formule, vous voyez, qui est assez simple, mais qu'il appelle quand même une révélation foudroyante de la crise inédite, c'est que ce qui semble séparé est inséparable. Là, il y a un enjeu absolument essentiel. Et à nouveau, je voudrais insister sur la complexité de l'épistémologie parce que euh, on ne peut pas répondre à Edgar Morin que pour faire des analyses sérieuses, il faut un nombre limité de variables. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi ce type de discours scientiste. L'idée, c'est quand même de pouvoir penser rationnellement la complexité. Et on voit bien qu'un certain nombre de modèles qui sont développés 3 ou 4 ans plus tard restent des modèles très fidèles à une épistémologie médicale ou épidémiologique d'avant la crise, alors que peut-être, effectivement, si nous sommes bien dans un univers de métacrise, il faut pouvoir penser non pas simplement des causalités plus complexes, parce que ça on le sait bien, ça, on le sait, mais vraiment des réseaux de conditionnement qui sont d'un autre ordre. Tout ce qui semblait séparé est inséparable. Ça va chercher beaucoup plus loin que d'enfin mettre en corrélation les gaz d'échappement des voitures en ville et puis telle prévalence de telle lésion pulmonaire. Tout ça, c'est déjà un progrès absolument magnifique, surtout qu'il peut être assez concret, mais ça renvoie par exemple à une variable beaucoup plus subtile qui s'appellerait le sens de l'autonomie, mais j'y arrive dans un instant. La crise, me semble-t-il, fait voir, et là je cite Claude Julliard, aujourd'hui un tout petit peu oublié, mais qui était à la fois un intellectuel, un syndicaliste français de grande envergure, montre que nous vivons deux évidences contradictoires. D'un côté, un individualisme effréné, qui est le produit de la démocratie moderne, et on peut s'en féliciter qu'en fait nous ayons découvert ou redécouvert l'individu, surtout quand cet individu est une femme, c'est quand même un progrès majeur, bien entendu, et surtout quand cet individu est particulièrement vulnérable ou réfugié politique. Tout ça sont évidemment des enjeux tout à fait positifs. Mais on voit bien que cet individualisme est de plus en plus incompatible avec l'existence de la démocratie. Je vous ai annoncé une finale plutôt du côté de la philosophie politique. J'avoue que je ne suis plus aux couleurs du ciel que j'ai à côté de chez moi, à savoir
un ciel qui s'éclaircit. Je suis du côté du ciel que j'avais ce matin, d'un ciel un petit peu gris, parce qu'effectivement, la question se pose de quelle société nous souhaitons. Et on voit bien assez clairement, je crois, une tentation contemporaine, y compris dans la littérature scientifique. Ça me frappe, une tentation contemporaine de ce que j'appelle, de ce qu'il n'appelle évidemment pas, mais de ce que moi je nomme le despotisme éclairé, à la Joseph II, qui évidemment n'était pas docteur en sciences biomédicales, mais qui avait un certain sentiment de l'autorité, des données scientifiques établies. C'est un Aufklärer, c'est un homme des Lumières, des formulations de règles de bonne conduite avec un contrôle étatique de l'application. Quand les choses vont vraiment mal, on se tourne de ce côté-là. J'insiste sur la formule de despotisme éclairé. Il ne s'agit pas de simples despotes, il s'agit de despotes qui ont un titre de troisième cycle universitaire. Le contexte sociétal, ce sont des incertitudes, je l'ai dit, ce sont des enjeux très complexes, je n'entre pas dans le détail si vous le voulez bien. Je m'arrête juste un instant sur la représentation de la pénibilité des métiers de santé. Là, il y a, je trouve, quelque chose à travailler. Comment considérons-nous, comment formons-nous les futurs professionnels de la santé? Et je pense à tous les métiers de la santé. On voit bien un déficit de reconnaissance sociale et financière, mais il y a une tâche aveugle, me semble-t-il, que ne parvient pas à récupérer les Ségur de la santé ou les revalorisations barémiques, qui est la notion d'engagement personnel dans un projet professionnel très particulier, qui est un projet de soins. Ça, c'est un enjeu tout à fait majeur qui est apparu assez clairement aux heures les plus sombres de la pandémie. Je vais peut-être laisser de côté un point qui est vraiment polémique. Et celui-là, j'ai eu l'occasion de le présenter à plusieurs reprises dans des comités d'éthique euh, hospitaliers, hein. Je me souviens de l'avoir fait à Saint-Luc, je me souviens de l'avoir fait à Saint-Pierre à Autigny, et puis dans d'autres établissements en France où j'ai voulu illustrer un débat démocratique en matière de problématiques bioéthiques et de problématiques de crise sanitaire en particulier, avec cet argument, avec ce thème absolument passionnant d'un point de vue philosophique, naturellement, qui est le thème de la vaccination des soignants. Je ne vais pas l'ouvrir, mais si vous souhaitez qu'on y revienne dans le débat, je le fais très très volontiers, mais ça risquerait, même si nous sommes à jeun, de nous emporter un petit peu loin. Et donc, je voudrais peut-être terminer par un quatrième et tout dernier point euh, sur une relecture critique des droits du patient. Parce qu'après tout, ça serait surprenant qu'une crise sanitaire ne remette en cause que le côté professionnel, c'est-à-dire l'organisation des soins, l'organisation du travail de soins, les politiques de santé, sans dire quelque chose de nous, de nos familles et, je pense, des droits du patient. Et là aussi, j'ai pas trop craint la polémique. J'étais vice-président francophone de la Commission fédérale des droits du patient quand j'ai publié mon petit bouquin. Et j'ai fait une hypothèse que je voudrais vous proposer pour terminer, qui est une hypothèse de changement de paradigme à l'occasion probablement de cette crise sanitaire. Alors ça tient en trois mots, rassurez-vous. L'idée, c'est que très heureusement, durant le XXe siècle, et surtout à la fin du XXe siècle, et même au tout début du XXIe, bien entendu, on se souvient de la loi Kouchner en France et de la loi sur les droits du patient, hein, évidemment chez nous, on voit bien le développement d'une culture des droits du patient fondée sur l'autonomie individuelle. Je vais un peu rapidement, mais je pense que c'est assez clair. Je fais une hypothèse, c'est que nous sommes au bout de ce paradigme et que, en réalité, depuis le début de ce nouveau siècle, enfin pas si nouveau, nous faisons une forme de redécouverte de la vulnérabilité que j'ai définie dans d'autres travaux comme essentielle et contingente, peu importe le détail pour l'instant, mais qui conduit immanquablement à une réelle relativisation de l'autonomie. Non pas pour une perte d'autonomie qui représenterait une espèce de régression dans une société de type paternaliste, hein, j'espère que je me fais comprendre, mais dans quelque chose qui modifie même la notion hyper moderne d'autonomie, qui est une notion qui n'a plus rien de kantien, contrairement à ce qu'on raconte souvent, dans la mesure où c'est une notion d'autonomie qui redeviendrait une autonomie relationnelle en termes d'interdépendance. Au fond, le mot dépendance,
qui était pour de nombreuses raisons devenu une espèce de gros mot, effectivement, nous devons peut-être le retrouver tout à fait aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que ceci est assez polémique parce que d'une part, j'ai dû réfléchir sur ce qui se passe vraiment, par exemple en matière de consentement, nous pourrions en rediscuter. Qu'est-ce que c'était que d'obtenir le consentement d'une personne pour entrer sous respirateur au moment les plus aigus de la crise? Qu'est-ce que c'était le consentement d'une personne qu'on transférait en Allemagne alors qu'elle était normalement hospitalisée dans le Grand Est français? Qu'est-ce que ça signifie que ce type de consentement, mais qu'est-ce qu'il en est aussi de l'autonomie de façon plus globale? Et là, je m'inspire, je laisse de côté cette problématique du fond éthique, et je m'inspire de Jean Ladrière, qui était un grand philosophe et un grand professeur de notre université de Louvain, le philosophe qui ne s'est pas occupé des droits du patient, je le dis tout de suite, mais qui s'est occupé des droits de l'homme. Et je me permets de transposer ce qu'il dit des droits de l'homme dans un texte qui s'intitule Les droits de l'homme et l'historicité aux droits du patient. Et je fais une hypothèse que je continue à travailler, à savoir que les droits, comme les droits de l'homme, dont vous savez qu'ils sont l'objet d'une intense discussion aujourd'hui, et pas seulement à cause de Xi Jinping, hein, mais de façon plus large, eh bien, les droits du patient ne sont pas une évidence qui va de soi, qui devrait rester indiscutée, qui serait définitivement établie, et que donc on ne pourrait pas remettre en question. Surtout, rappelez-vous, quand on est membre de la Commission fédérale des droits du patient, qui a comme mandat de veiller à l'application de la loi, hein, bien entendu. Ça n'empêche pas de réfléchir, enfin, c'est ce que j'ai pensé. Et donc, on se dit que ces droits du patient, ils ont une histoire, ils ont un horizon, qu'ils sont ouverts, qu'ils sont orientés, pour le dire un peu rapidement, qu'ils peuvent évoluer. Est-ce que l'évolution des droits du patient est un danger pour les droits autant que l'adolescence pour l'enfance? Mais ce que je crois vraiment, c'est que ces droits du patient sont appelés à se réécrire, à évoluer et probablement à se laisser corriger. Et si vous regardez le texte que vous avez à l'écran et que vous pourrez relire si vous le souhaitez, je le rappelle, ce texte, il appartient à Jean Ladrière qui parle des droits de l'homme. Je les applique aux droits du patient parce que je crois qu'eux-mêmes doivent être tout à fait évolutifs. Conclusion, une thèse pour terminer, qui est une thèse de géo-réal politique de la santé, c'est de se dire que nous avons fait une fois de plus. La dernière fois, c'était peut-être lors du déluge, mais on a peu de données scientifiquement établies, hein. Mais disons que depuis le déluge, on a, et puis il y a aussi la grippe espagnole, bien entendu, mais on peut soutenir une thèse à savoir que l'échelle pertinente en matière de politique de la santé, c'est la planète. Ça n'est pas une région wallonne ou bruxelloise, ça n'est pas un pays, ça n'est pas même une Union européenne, c'est manifestement la planète. C'est une échelle qui est très très compliquée, bien entendu, parce qu'elle met directement en cause ce que m'a dit un jour un de mes doctorants congolais. Est-ce que tu as déjà pensé, Michel, que si tu veux nous aider, tu dois t'appauvrir? Et on parlait de métier de la santé, on ne parlait pas d'autre chose, on ne parlait pas de bibliothèque. Est-ce que tu as pensé que si tu veux nous aider, tu dois t'appauvrir? On voit bien que cette géo-réelle politique de la santé suppose la capacité d'envisager non simplement une sobriété, mais peut-être même une perte relative de moyens, puisque nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être dans une espèce de croissance absolue, simplement même du côté des soins de santé. C'est ce que dit Jean-Pierre Dupuy, ça me servira de catastrophe, pas de catastrophe, mais de conclusion. Dans La catastrophe ou la vie, le pire pouvait être évité et l'est encore, il lui suffit d'être plus savant, plus responsable et je dirais aussi plus géographe. Effectivement, c'est un virus moral, celui qui nous occupe, qui nous invite, qui nous enjoint de penser aux autres avant de penser à nous-mêmes et nous n'avons pas entendu sa leçon. Je vous propose de m'arrêter là en vous remerciant vivement de votre attention.